takkusaanu Jolof na ngeen ko déglu day yeete takkusaanu Jolof ku ko xam maam dootu ko bàyyi ndax kaddu yu fa jógee day tax sa dund mel ni njoowaanam ba takkusaanu Jolof sama gaañi daw leen déglu ko takkusaanu Jolof kaddu yu fa jógee day indi mbégte ci njaboot loolu na sama gaañi ngàcce ngalaama. Nous sommes en face d'un invité exceptionnel. Exceptionnel non pas par la profession, mais par des exercices politiques. Je veux parler tout simplement de Maître El Hadj Diouf. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le site khalimasn.com, d'être notre invité du jour. Maître, aujourd'hui, nous avons vu que vous avez été dans ces élections locales. Qu'en est-il pour vous et pour votre parti? Oui, j'ai été à ces élections parce que pour moi, c'est un devoir. Ma ville est délaissée, abandonnée. Kaolack, qui fut la deuxième ville du Sénégal, qui avait le statut de capitale du bassin arachidier, Kaolack, ville carrefour, entre la Gambie, les deux Guinées, le Mali et la capitale Dakar. Kaolack, ville-centre. Kaolack est devenu non seulement un village, parce que ce sont des charrettes qui sont chargées d'enlever les ordures. Kaolack a vu son port fermé. Pas de canalisation, pas d'assainissement. Les moustiques se sont bien installés dans cette ville. Alors, j'ai dit que c'est bien beau d'être un avocat international, d'être un ancien ministre, l'homme du 23 juin, député du peuple. Tout ça, c'est beau. Mais est-ce que j'ai le droit de laisser ma ville dans cet état, dans cette situation? J'ai dit non. Le devoir m'appelle. Ma ville le mérite. Je savais que ça allait être difficile. Parce qu'il faut des moyens énormes pour battre campagne et surtout face à une coalition comme Benno Bokk Yakaar, qui regroupe tous les grands partis du Sénégal, le Parti socialiste, et puis Senghor, l'AFP de Moustapha Niasse, l'APR de Macky Sall, le PIT, la LD, le Rassemblement du peuple de Mamoun Niasse, et d'autres petits partis et d'autres éléments de la société civile. Mais malgré tout, j'ai dit, je vais faire face et je vais battre campagne. Parce que cette coalition-là est le prolongement de la coalition Benno Siggil Sénégal qui avait installé le maire sortant, M. Madiène Diouf. Je ne pensais pas que les Kaolackois seraient aussi négligents ou laxistes pour laisser la même équipe revenir aux affaires malgré le traitement infligé à cette ville, malgré ce triste sort réservé à cette grande ville. Je pensais, moi, que les populations seraient suffisamment armées, motivées pour soutenir leur fils qui se bat sur tous les fronts dans l'intérêt supérieur du Sénégal. Et donc, pourquoi pas de Kaolack? Bien sûr. Mais comme on le dit partout, les hommes et les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Eh bien, Kaolack mérite encore son sort. D'accord. Donc, pour vous, finalement, si Kaolack a une maire telle que Mariama Sarr, c'est que c'est la population qui n'a pas été à la hauteur. Ou bien Mariama Sarr ne mérite pas d'être maire de Kaolack. D'une part,
C'est un critère d'évaluation. Oui. A priori, on peut dire que Kaolack n'est pas encore en mesure de faire un bon choix. Ah. À quoi cela est dû? Est-ce que c'est dû à l'héritage des anciens barons du Parti socialiste qui distribuaient l'argent? Tout le monde sait que l'argent joue un rôle important dans les élections au Sénégal. Je ne suis pas milliardaire et je suis contre la corruption. Je suis contre la distribution de l'argent devant les bureaux de vote. Je suis contre l'achat des consciences. Et jusqu'à présent, cette pratique a droit de citer. C'est ce qu'il y a eu à Kaolack? Mais cette analyse seule n'est pas suffisante pour comprendre l'attitude des électeurs kaolackois. Je pense notamment aux fraudes massives qui découlent du transfert des électeurs des villages de Taïba Niassène, de Keur Madiabel, de Keur Abibou, de Koutal, vers Kaolack, pour fausser complètement le jeu électoral. Ceci a permis à des villageois d'élire le maire de la ville de Kaolack. C'est une catastrophe. Ah bon? Alors, l'argent aussi a joué un rôle important. L'absence de prise de conscience. Donc, on n'assiste pas encore à une conscience politique avérée, capable de faire face à l'argent et aux manœuvres de tous bords. Mais il y a aussi un autre facteur. Celui-là relève de l'inconscience, pour ne pas dire de l'insouciance. Alors, comment comprendrait-on que seuls 31 000 électeurs se soient présentés devant les bureaux et centres de vote sur 118 000 inscrits? Même pas le tiers des inscrits pour accomplir un devoir citoyen. Je m'inquiète. Bien sûr. Quand les 2 tiers ne se donnent pas la peine, ne se donnent pas le temps d'aller voter, consacrer quelques minutes à un acte citoyen, je dis que c'est inquiétant pour l'avenir politique, démocratique et républicain de mon pays et de ma ville. Bien sûr. Ce que vous dites, votre maître, m'oblige à faire 2 remarques. Par rapport aux élections présidentielles ou législatives, où on voyait, on se disait que le Sénégal est complètement aguerri et complètement mûr, et que le Sénégalais ne se limitait pas à la corruption des hommes politiques à la veille des élections. Et puis, arrivé au couloir, à l'isoloir, il savait qui votait. Il pouvait prendre l'argent, mais il savait pour qui voter. Aujourd'hui, vous nous dites que Kaolack reste vraiment ne respecte pas cette règle que l'on a connue par rapport aux élections. La seconde chose, c'est que la démocratie a pris un violent coup. La démocratie sénégalaise a pris un violent coup lors de ces élections municipales parce que il n'y a pas eu un vote massif. On l'a vu, c'est sur le plan national. Il n'y a pas eu de vote massif. Est-ce à dire aujourd'hui que le Sénégalais ne s'intéresse qu'aux élections dites nationales, c'est-à-dire présidentielles et législatives? Ça veut dire qu'aussi notre démocratie reste à parfaire. Oui, à parfaire. Et il y a un problème. Bien sûr. Pour les élections législatives, détrompez-vous. J'étais très déçu par le comportement de l'électorat sénégalais. Les Sénégalais n'ont pas fait preuve de conscience politique aiguë. Pourtant, tous ont suivi les événements historiques du 23 juin 2011. Pourtant, ce jour-là, les Sénégalais ont découvert un héros national à la personne de votre serviteur, M. El Hadji Diouf.
appelé depuis l'homme du 23 juin. Mais pourtant, c'est cet homme du 23 juin qui a été consacré député du peuple, avait sollicité en 2012 les suffrages de ses concitoyens. Sa liste qu'il a conduite n'a obtenu qu'un seul député, lui-même, M. El Hadji Diouf. Cela prouve que ce ne sont pas des critères objectifs fondés sur l'évaluation des candidats qui poussent l'électorat à choisir. Donc, ne me parlez pas, par rapport aux élections nationales, d'un peuple conscient, aguerri, capable de faire le bon choix. La preuve, les mêmes inconvénients, les mêmes drames, les mêmes magouilles, les mêmes manœuvres qu'on connaissait du temps de Doudou Wade et de l'équipe de Abdoulaye Wade à l'Assemblée nationale. Ces mêmes comportements sont reconduits avec une majorité mécanique qui l'a montré au moment de choisir les membres de la Haute Cour de justice désignés par leurs collègues élus pour demain éventuellement juger des ministres ou même le chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces députés? Obéissant aux mêmes pratiques partisanes qui mettent les intérêts du parti au-dessus de la patrie. Obéissant donc à ces mêmes pratiques rétrogrades et barbares, ces députés ont écarté de la liste des membres de la Haute Cour de justice tous les juristes de l'Assemblée. M. El Hadji Diouf, avocat. M. Issa Sall, avocat. M. Djibril War, administrateur judiciaire. On n'a mis que des femmes et des hommes, pour la plupart même analphabètes, incapables de lire le droit pour comprendre les articles de loi. Ce sont ceux-là qui, demain, pourraient juger des ministres et un chef d'État. Cela prouve le manque de sérieux de l'institution parlementaire. Voyez-vous, c'est aller trop vite en besogne que de dire qu'au Sénégal maintenant, il y a une prise de conscience nationale par rapport aux élections nationales. Non. Mais... Peut-être que Abdou Diouf et Abdoulaye Wade sont partis parce qu'ils devaient partir. L'un, Abdou Diouf, avait trop duré au pouvoir avec son parti. 40 années de règne. Avec de nombreuses crises économiques mondiales. Avec des plans de restructuration, le PREF. Avec des mesures de réduction du nombre de fonctionnaires. Avec des années de sécheresse. Oui. Le Sénégal ne pouvait plus tenir. Les Sénégalais, donc, voulaient découvrir autre chose. Et Abdoulaye Wade, il avait fait 2 mandats. Lui-même avait dit qu'il avait verrouillé sa constitution. Et il dit qu'il va faire de Wahouahet. Il y a eu tellement de manifestations. Effectivement. Les Sénégalais en avaient assez d'un régime arrogant, d'un régime qui ne respectait plus la parole d'honneur. Et ils ont réagi. Ils ont réagi peut-être de façon sentimentale. En disant que nous n'avons plus de sentiments, de considération, d'amour, d'affection pour ces deux-là, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Il nous faut trouver autre chose. Et ils l'ont vu que Macky Sall sur le terrain. Les autres étaient là tous les jours en train d'aller à la place de l'Obélisque et à la place de l'Indépendance pour affronter les forces de l'ordre. Ils n'ont pas battu campagne, ils ne sont pas allés vers les populations et les populations ont voté pour le candidat qui est venu les voir et qui est venu leur rendre visite. C'est que Macky Sall a été élu président du Sénégal. Mais maître, quand on voit tout ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que le problème aussi ne reste pas ancré en vous-même en tant que leader de parti pour travailler une meilleure massification de votre propre parti pour pouvoir mieux être représenté?
Oui, c'est facile à dire. Parce qu'aujourd'hui... Si vous n'avez pas les moyens... Oui, c'est vrai. Montrez-moi un seul... Peut-être il y a un cas exceptionnel. Lui qui dans ce cas-là, n'avait pas de l'argent, mais il avait déjà un parti qui a attendu pendant 26 ans. Moi, je n'ai pas encore fait 10 ans de parti. Parce qu'il n'avait pas les moyens. C'est difficile. Massifier, c'est facile de le dire. Mais qui avait les moyens. Il faut voir les résultats des élections en 2007. Celui qui était le plus riche, le deuxième, c'était Idriss Seck parmi les candidats qui affrontaient Abdoulaye Wade. Idriss Seck avait battu les Tanoriens et les Moustapha Niasse. En 2012, Macky était censé être riche. Premier sortant, aidé par de puissants lobbies alpulaar, des gens extrêmement riches, des grands commerçants au Congo, au Gabon et ailleurs. Et au Burkina, comme Harouna Dia et d'autres, on en a parlé. Même les Congolais ont dit qu'ils ont payé la caution de 65 millions de Macky Sall. Mais moi, et là, pendant ce temps-là, je me bats pour le peuple sénégalais. Souvent même, peut-être qu'on ne me prend même pas au sérieux parce que je ne suis pas milliardaire. Je ne peux pas distribuer des véhicules et des milliards. Je ne détiens pas des milliards. Je détiens la vérité, l'honneur, la dignité. Je défends mon peuple comme nul ne l'a jamais fait dans ce pays. Pour être consacré l'homme du 23 juin. Mais non, ça n'intéresse pas les Sénégalais. Ils réclament l'argent. Ils ont faim. Je les comprends. Ils ont soif. Je les comprends. Mais quand même, dans l'intérêt supérieur de la nation, pour préserver les valeurs républicaines, on n'a pas le droit de sacrifier tout cela. Toute l'histoire du Sénégal et les Sénégalais pour simplement encaisser des sous. Non. Je dis que c'est triste. Et quand est-ce qu'on va sortir du sous-développement? Du sous-développement à la fois culturel, politique et économique. J'ai mal, profondément mal. Quand je vois encore mon peuple réagir de cette façon, en ne faisant pas le distinguo, en ne faisant pas la différence entre ceux qui sont riches et ceux qui sont riches d'idées, de propositions, d'ambition pour leur pays. Non. Mais vous pensez de quelque part, vous partez de l'Ouvre-Baï. Moi, ce qui m'a surchoqué, quand je faisais mes tournées et ma campagne, chaque fois que j'allais dans un quartier de Kaolack, les jeunes, j'ai dit ces gens-là, si je pars, quelqu'un de plus, ils vont voter pour ceux-là. Un autre va passer, va donner plus, ils vont voter pour d'autres. Voilà. Est-ce pas une raison maintenant? L'état de délabrement mental de mon peuple. Voilà l'état d'arrêt, je sais pas, de peuple arriéré que je constate. Voilà l'état de sous-développé culturel et politique que je constate avec amertume. J'ai mal. N'est-ce pas? J'ai profondément mal. Mais pourquoi vous ne plaidez jamais pour une transparence dans le financement des partis politiques aujourd'hui? Parce que je crois que c'est l'occasion aujourd'hui de mieux parler de ça au peuple sénégalais et aux hommes politiques. Non, je ne crois pas au financement des partis politiques. Ils sont plus de 300 partis. C'est pas sérieux. Une loi pour... On va prendre l'argent qui doit développer le Sénégal pour le partager entre les partis et pour la plupart des partis malhonnêtes, des partis farfelus, des partis de gens qui cherchent à intégrer des coalitions au lieu de créer leur propre coalition et de faire comme Maître El Hadji Diouf d'aller seul à des élections pour Effectivement, c'est là où le bas blesse. Moi, maître, je suis contre les coalitions aujourd'hui. Je suis contre je le dis haut et fort, je ne suis pas le seul. Qui représente quoi? Qui est qui? Et qui représente quoi? Effectivement. Et aucun parti ne peut nous dire aujourd'hui ce qu'il représente dans le pays, parce que même ceux qui se disent grands partis ne vont pas seuls aux élections. On ne peut pas savoir exactement ce qu'ils représentent. Sauf moi, ça je peux le dire, moi. Oui. Le nombre de voix que j'ai, c'est pour moi. Exactement. Mais par contre, eux, ils ont peur d'y aller seuls. L'affaire a peur d'aller seul. Le PS aussi. L'AFP qui n'existe que de nom. Tous, ils sont en train de magouiller, d'être ensemble pour éviter qu'on les évalue. Parce qu'ils sont
bombarder partis de masse, grands partis. C'est faux. Mais... Et ils ne veulent jamais, jamais être évalués. Vous avez vu, Ibrahim, il a été évalué, il a eu zéro député. Moi, j'ai eu un député. Djiboka a eu un député. Moudjouf Dekowa a eu un député. Mais je dis que ces gens-là sont courageux. Mbab Diop a eu 4 députés. Moustapha Djamil a eu 4 députés. D'accord? Moi, j'ai plus de respect pour ces gens-là que pour de soi-disant grands partis qui n'osent pas aller seuls aux élections et qui trichent parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache leur poids réel. Non. Il faut de l'escroquerie politique. Effectivement. Maître, aujourd'hui, on a vu que aussi l'actualité politique a été marquée par ce qu'on appelle le brûlot de la gendarmerie. Le brûlot de, comment dirais-je, de ce livre qu'on appelle le brûlot du colonel Abdul Aziz Ndaw. Oui, voilà, qui est l'un des responsables de la gendarmerie, parce que le colonel, c'est le plus haut gradé de la gendarmerie. Après, le général, c'est une nomination. Aujourd'hui, est-ce que vous avez parcouru son livre? Non, pas encore, mais j'ai lu quelques extraits. D'accord, exactement. Le livre a été censuré, on ne vend pas au Sénégal, c'est dommage. D'accord. Il fallait qu'on l'achète comme des petits pains en France. Oui. Vous êtes en France, vous pouvez en disposer comme vous voulez, nous pouvons consulter le net ou bien certains journaux qui nous renseignent un peu. Mais au Sénégal, les Sénégalais ont trouvé au Sénégal, ils ont trouvé un autre moyen, c'était de se le partager par Internet. Oui, j'ai dit, je suis en train de regarder ça, mais c'est 2 tomes. Ouais. Je n'ai pas suffisamment de temps pour ça. D'une manière générale, que pensez... ça à faire. D'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez de ce livre? Je crois que c'est une bonne chose. Je suis toujours, en tant qu'avocat, peut-être c'est une déformation professionnelle, je suis toujours pour la manifestation de la vérité. C'est pourquoi dans mon métier, on parle du principe du contradictoire. C'est-à-dire? Et les protagonistes viennent à la barre. Chacune des parties a droit à la parole, à la défense. Et le tribunal tranche, après avoir entendu tout le monde, y compris les témoins. Je ne suis pas donc, par formation et par conviction, un ennemi de la vérité, un ennemi de la manifestation de la vérité. Je ne piétine jamais les vérités, je ne piétine jamais les convictions, je suis pour la manifestation de la vérité avec grand V. Même pour un patron de la gendarmerie? Il n'y a pas de patron de la gendarmerie. La vérité est révolutionnaire, pour parler comme il dit. Seule la vérité est révolutionnaire. Et pour parler comme Dieu, Allah, il nous dit que même si vous êtes seul avec la vérité, il faut la dire. Et c'est lui, le bon Dieu, qui va vous tenir compagnie. Et vous le savez. Donc la vérité, elle doit être dite. Il n'y a pas de tenue, il n'y a pas de képi, il n'y a pas de robe. Pour l'honneur de la gendarmerie et pour l'honneur de notre pays, il faut dire la vérité. Surtout que on révèle dans ce livre des choses d'une gravité extrême. Exactement. Alors, faudrait-il refuser aux Sénégalais leur droit à l'information? Ou faudrait-il priver les Sénégalais d'informations extrêmement importantes? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas gendarmes, parce qu'ils ne sont pas militaires. Ou faudrait-il, par analogie ou par parallélisme des formes, ou faudrait-il donc dire que l'armée est un État dans l'État, que la gendarmerie est intouchable et inviolable, et ce qui se passe ne concerne pas les Sénégalais. Comme si la gendarmerie n'était pas la gendarmerie du Sénégal et des Sénégalais. Comme si les gendarmes n'étaient pas payés par le contribuable sénégalais. Comme si les gendarmes échappaient au contrôle de la masse des 13 millions de Sénégalais. Comme si les gendarmes pouvaient tuer, faire tuer, voler, s'enrichir. Mais personne
n'ose en parler. Personne ne pourrait en parler. Donc, il y aurait une sorte d'omerta, une sorte de complot contre la vérité et le droit à l'information pour la préservation des acquis d'un corps, quel que soit le comportement de ce corps, même si on tue dans ce corps, même si on vole dans ce corps, même si on complot contre l'État dans ce corps, motus, bouche, cousu. Mais c'est des militaires, ce qu'ils font, même s'il y a des assassinats, même s'il y a des détournements de biens publics, même si c'est contre l'argent des Sénégalais, même si c'est contre des Sénégalais, ce sont des militaires. Silence total. Pas de révélation, pas de dénonciation. Mais dans quel pays, dans quel monde serions-nous? Oui. Donc la gendarmerie ou l'armée serait-elle au-dessus de la nation? Serait-elle au-dessus de la constitution et des lois du pays qui prévoit, je souligne, le délit de non-dénonciation de crimes? Quand quelqu'un connaît des infractions, oui, il ne les dénonce pas, il tombe sous le coup de la loi pénale. Alors que la loi est impersonnelle et générale, elle concerne aussi bien les civils que les militaires, tous tant qu'ils sont tenus de révéler des choses délictuelles, des comportements faits de délits et de crimes, sinon ils tombent sous le coup de la loi pénale, parce que la loi ne distingue pas, ne fait pas de différence entre l'armée et les civils. La loi, nous l'avons enseigné à la fac de droit, la loi, elle est impersonnelle et générale. Effectivement. Mais quand on révèle aussi des aspects de la vie privée d'un général ou d'une personnalité militaire, est-ce que ne croyez-vous pas qu'il est allé au-delà de ce qu'il devait dire? Vous pouvez parler de ce que vous appelez par vie privée d'un général? C'est quoi la vie privée d'un général ou d'un colonel? De ses maîtresses. Vous parlez de sa femme? Vous parlez de mariage ou de fiançailles? Ici, de maîtresses aussi, de maîtresses de personnes qu'il voyait, ou bien de petits amis quand il venait en France. Voilà, est-ce qu'il pouvait ne pas nous épargner de ces détails et parler carrément juste Oui, ça c'est de là un peu croustillant, qui ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les autres accusations graves qui concernent la sécurité publique, qui concernent la Casamance, qui concernent des sommes, des milliards de tournées. Il faudrait bien qu'on nous renseigne. Si ce n'est pas vrai, que le colonel soit choqué de sa témérité, qu'il soit condamné pour avoir été téméraire, imprudent, il faut avoir utilisé de fausses nouvelles, pour avoir diffamé, calomnié. Là, il mérite le châtiment. Mais si c'est vrai, si réellement dans des complots contre la nation, si dans des détournements, si dans des assassinats, des officiers supérieurs, un général, des gens de l'armée sont concernés, la révélation mérite félicitations et décorations. À ce point? Absolument. Parce que si quelqu'un s'enrichit sur le dos des Sénégalais, profite d'une guerre pour être riche, si moi, on dénonce ce type-là, moi j'applaudis et je condamne et je prends des mesures. Mais vous voulez que, quel que soit les détournements, si détournements il y a, quel que soit les assassinats, si assassinats il y a, on ne devrait pas le dénoncer. En vertu du principe du silence absolu dans les armées. De réserve. En principe de l'obligation de réserve. En vertu de l'obligation de réserve. Oui. Non. Non, la réserve a des limites aussi. Tant qu'il n'y a pas de délit, réserve. Mais dès lors qu'on constate l'existence d'un délit, dénonciation. Sinon, on tombe sous le coup de la loi pénale. Maintenant, dénoncer des choses qui ne constituent pas des délits et des crimes, ça peut être effectivement aussi une narration, ça peut être anecdotique, ça peut être aussi un règlement de compte, mais tant que ça concerne les affaires de la nation, je dis que la nation tout entière doit être informée. Tant que ça concerne l'État, l'État doit être informé.
Mais si c'est entre particuliers, ça ne nous concerne point. Effectivement. Dès lors que le livre est sorti et que des révélations concernant de la corruption, des meurtres, tout ça ont été révélées, quelle devrait être la position de l'État? Est-ce qu'aujourd'hui l'État a la position qu'il fallait ou bien l'État aujourd'hui reste frileuse ou frileux plutôt? L'État doit ouvrir l'information judiciaire. D'abord, on ne parle de l'Assemblée ne peut rien faire. Les députés n'ont pas la compétence. Deux, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée ou le groupe majoritaire qui choisit chaque fois qu'il y a une commission d'enquête les gens qui doivent composer la commission. Et je vous ai dit qu'avec la Haute Cour de justice, on n'a même pas choisi de juristes. On a choisi des gens qui ne comprennent même pas le droit. Parce qu'ils appartiennent à la majorité et ils ont choisi Mouri Fada pour venir compléter. Et de l'autre groupe parlementaire. Donc sa voix ne va pas compter au moment de décider. D'accord? Donc, l'Assemblée ni l'inspection générale des forces armées ne pourraient pas régler le problème. Seuls des professionnels de l'enquête, des professionnels de l'investigation, je veux dire des magistrats chevronnés, des gendarmes de la brigade de recherche, des policiers de la DIC, de la sûreté nationale, des gens outillés pour les grandes missions d'enquête, avec des commissions rogatoires. Ce sont ces gens-là qui pourraient, avec des scènes de reconstruction, avec des recherches de témoins et de signes, des recherches d'éléments, d'indices. Ce ne sont pas les parlementaires qui vont chercher des indices, qui vont confronter des témoins, qui vont descendre sur le terrain. Ce n'est pas le rôle des parlementaires, ça c'est le rôle de la magistrature. Et l'État a ce qu'on appelle un ministère de la justice qui peut actionner, qui peut donner des instructions au procureur et au procureur général pour les officiers supérieurs. À ce moment-là, des ordres de mission peuvent être décernés, peuvent être donnés aux juges qui entrent en action pour nous édifier, parce que le juge d'instruction doit s'informer, doit mener une grande instruction, pour avoir une grande information, pour avoir la bonne information, pour aller devant un tribunal ou pour rendre une ordonnance de non-lieu. Si les faits ne sont pas avérés, si les charges sont insuffisantes. Mais s'il y a des charges suffisantes, s'il y a des preuves accablantes, naturellement, on devrait s'acheminer vers des jugements. Ça veut dire que même le président Abdoulaye Wade devrait être appelé? Appelé par qui? Mais parce qu'il est cité dans le livre, il est cité en tant que témoin. Il peut être appelé par la justice pour venir témoigner. Mais a fortiori, c'est pas lui qui détourne son propre argent. Il n'est pas accusé d'avoir détourné l'argent. Non. Qu'on a donné à un militaire qui l'aurait dissipé. Oui. On n'a pas aussi vu envoyer des gens vers la mort dans des cantonnements. C'est ça. On n'a pas vu s'enrichir aussi sur la base d'argent qui ne lui appartient pas. Donc il ne faut pas aussi faire un mauvais procès à Abdoulaye Wade. Il y a des gens qui ont été accusés. Mais apparemment, il était très accusé, apparemment, c'est un peu laxiste. Oui, voilà. Il a été aussi peut-être corrupteur. Mais on ne peut pas lui reprocher d'appuyer dans ses fonds politiques aussi pour essayer de régler un conflit. Mais si cet argent est détourné, seulement il y a délit. Ce n'est pas lui qui sera arrêté, mais l'auteur du délit, de détournement. Effectivement. Je ne veux pas aussi de confusion à ce niveau-là. Dès lors... Il pourrait entendre, si c'est lui qui a remis l'argent, on peut l'entendre. Est-ce que vous avez remis de l'argent à telle personne? Est-ce que vous avez fait ça? Le juge peut l'entendre comme témoin. Effectivement. Effectivement. Et donc, aujourd'hui, le temps parce que le colonel doit incessamment arriver à Dakar, à votre avis, quel sera le sort qui lui sera réservé, qui devrait être réservé? Je n'en sais rien. C'est pas moi qui réserve le sort. Excusez-moi, je l'aurais seulement entendu. Je lui aurais posé des questions. Et puis, je laisse la justice faire son travail. Je veux que tout le monde soit traité de façon équitable. Créer un équilibre dans le traitement des accusés et de l'accusateur. Il faut
comme on le voit dans la justice, cette balance qui symbolise l'équilibre. C'est la balance qui symbolise la justice. Il ne faut pas qu'on vienne affaiblir quelqu'un, l'écarter, lui ôter toute possibilité de se défendre en le mettant au youf, et permettre aux autres de respirer l'air pur et de dire qu'on est en train de faire une enquête. On connaît tout le monde en liberté, tout le monde est présumé innocent, c'est la présomption d'innocence. Celui qui accuse comme ceux qui sont accusés doivent bénéficier de la présomption d'innocence. On ouvre une information judiciaire, on les entend tous, on les confronte, il y a une confrontation entre les deux camps, il y a des témoins qui sont convoqués, chaque partie peut-être donne des témoins à entendre, et après tout, quand tout sera fini, on juge ou on classe le dossier. Mérite-t-il protection? Comment? Mérite-t-il une protection particulière? Oui, mais tout citoyen mérite une protection. On doit protéger tout le monde. Jusqu'à ce que la vérité se fasse jour. Jusqu'à ce que la vérité éclate. Le Sénégal a une obligation de préservation de la sécurité de tous les Sénégalais. Chaque Sénégalais a le droit de vivre en paix et en toute dignité. D'accord. Qu'on traite tous les Sénégalais de la même façon parce qu'ils sont d'égale dignité. Tous les Sénégalais sont d'égale dignité. Général ou pas, colonel ou pas, journaliste ou pas, avocat ou pas, magistrat ou pas, les Sénégalais doivent être libres chez eux et jouir de tous leurs droits. Bien sûr, bien sûr. Je vais changer carrément de sujet, Monsieur Diouf, si vous le permettez, pour parler d'un de vos clients qui est considéré qui est un prisonnier politique, à savoir Hissène Habré. Aujourd'hui, on voit que même le Tchad veut se porter partie civile. Que dites-vous de l'état actuel où on se trouve par rapport à la procédure judiciaire? Il n'y a pas de procédure, c'est juste du cinéma orchestré par la France, la Belgique, le Tchad. Et l'ancien Premier ministre, Mimi Touré, qui avait une mission particulière, celle de montrer aux Nations Unies qu'elle était brave et téméraire, et qu'elle pouvait faire arrêter Habré pour revenir en force dans cette expédition internationale pour diriger un grand département des droits de l'homme, ou montrer qu'elle est forte, c'est la dame de fer pour demain remplacer Macky Sall. Elle avait son agenda. Et ce que tout le monde a compris, je crois que le président l'a compris finalement, et a compris tout cela, il a pris sa décision, la décision de s'en débarrasser. Mais il n'y a pas de procès après. Il n'y a que Déby continue encore son l'acharnement contre Habré, qu'il a condamné à mort au Tchad, à la surprise du général. Il y a de cela quelques années, 5-6 ans. Mais c'est pas ce que nous dit Assane Dioma Ndiaye que j'ai reçu ici il y a quelques semaines. Mais Assane Dioma Ndiaye, il est malade. Il ne fait que raconter des histoires. Il vient de mentir dans l'émission Africa 7 en disant que lorsque j'ai eu des problèmes en France, lorsqu'on m'avait accusé d'agression sexuelle, je ne serais même pas. Il a dit que, parce que je défends des principes, il a dit que lui-même m'a soutenu, son organisation m'a défendu. Rien que des mensonges. Tout ce qu'il dit est mensonge. Tout ce que disent les chambres africaines est mensonge. Tout ce que dit Bassel Mendy est mensonge. Ils n'ont qu'à bouger leurs milliards, tous tant qu'ils sont milliards donnés par Déby, qui payent les juges, qui payent les greffiers, qui installent une cellule de communication dans un tribunal jamais vu, présidé par Marcel Mendy, qui paye 1 million d'euros à ce qu'on appelle un consortium de cabinets de communication comme celui d'Abdelkader Lo, alors un autre cabinet belge de Ruth Brody et un autre de Tchadien, ils sont partagés 1 million d'euros, 655 millions. Pourquoi? Pour accabler Habré et essayer de justifier l'existence
et la justesse des chambres africaines extraordinaires. Tous ces gens-là sont payés par débit pour la sale besogne. Ah bon? Qui paye commande. Tout le monde le sait, qui paye commande. C'est débit qui a payé, et c'est lui qui commande. Mais il a demandé à être... C'est l'ennemi juré d'Abré, l'ennemi juré d'Abré, qui a pris le pouvoir d'Abré, qui l'a inversé du pouvoir, qui l'a chassé du Tchad, qui est condamné à mort, qui finance le procès d'Abré, et qui aurait dû être à la place d'Abré. Parce qu'un président est très éloigné, très loin, dans la chaîne, quand il y a torture dans les commissariats ou quand il y a eu crime de guerre ou crime contre l'humanité. Alors que Déby était le patron des services de sécurité du temps de Abré. S'il y a torture, lui, les commissaires lui rendent compte. S'il y a massacre, on lui rend compte. En tant que patron de tous les services de sécurité, gendarmerie, police, armée, il était au-dessus de ces trois corps, au-dessus du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il était au-dessus de la gendarmerie, de la police et des armées. Entre le président et les ministres et les commissaires et les commandants de compagnie, de gendarmerie et de police. Donc s'il y a eu des tortures dans les commissariats, c'est le président Abdoulaye Wade qui doit savoir ça au Sénégal. S'il y a eu des bavures policières, s'il y a eu mort de Malick Ba à Sangalkam, mort de Mamadou Diop à la place de l'Obélisque, mort des citoyens de Fanaï, criblés de balles par des gendarmes, est-ce que c'est Wade qui a donné l'ordre de tirer? Non. Est-ce que c'est Abré qui avait donné l'ordre de tirer ou de torturer dans les commissariats? Non. Mais par contre, sont responsables des questions de sécurité auraient bien pu le faire, en tout cas, auraient bien pu savoir ce qui se passait et se tramait dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie du Tchad. Alors, aujourd'hui, le ridicule le tue point, l'ancien responsable des services de sécurité, du temps d'Abré, dit, en tant que nouveau président de la République, qu'il constitue son pays et son État comme partie civile, comme celui le chef de l'État. Ah, il va être là et entendu comme partie civile. Alors qu'on devrait l'inculper avant même de songer à inculper M. Abré. Mais la demande de partie civile a été rejetée. C'est la justice des vainqueurs sur les vaincus. Celui qui est là, qui a le pétrole tchadien, qui paye les magistrats, qui paye les policiers, qui paye les Hassan Dioma Ndiaye, qui paye les... Mais c'est pas lui qui paye Hassan Dioma Ndiaye. Oui. C'est pas lui qui paye Hassan Dioma Ndiaye. Qui paye Hassan Dioma Ndiaye? Mais il y a l'association des victimes, mais c'est pas Déby qui le paye. Vous êtes en retard sur les informations, monsieur. Ah ouais? Vous n'avez pas lu la presse sénégalaise d'avant-hier? Si, j'ai lu, mais moi, je vous dis que... Maintenant, il demande 5 milliards. Vous avez vu, il demande qu'on rallonge. Et quelque chose ont dit à cet effet, que l'argent a servi à payer les honoraires des avocats des parties civiles, et même les parties civiles elles-mêmes pour qu'elles puissent tenir. Mais ça, c'est très clair. Ils ont montré que l'argent a servi à payer les avocats des parties civiles, et à payer même les déplacements des parties civiles, en disant que même les avocats d'Abré peuvent bénéficier de cette aide juridictionnelle, mais ce sont les avocats d'Abré qui ne l'ont jamais demandé. Mais on peut même payer les avocats d'Abré avec ces milliards. Nous disons non, personne ne pourra nous acheter. Mais donc, les Hassan Dioma Ndiaye et les autres sont payés, nous le savons depuis très longtemps. Tout ce qui bouge dans ce dossier, les Abdelkader Lo, les cabinets de communication, les Marcel Mendy, les Ruth Brody, les Dioma Ndiaye, à l'époque les Aluntine de la RADO, mais tous ces gens-là, ils s'intéressent à l'argent sale de Déby. On peut les poursuivre pour blanchiment d'argent. Ah ouais? Mais oui! Il y a trop de délinquance financière dans la procédure contre Abré. Il y a trop de magouilles. Il y a trop de détournements. Vous avez vu le ministre de la Justice du Tchad, M. Pandaré, même le Pandaré, qui venait rencontrer Mimi Touré, ministre de la Justice à l'époque, pour préparer le procès de Tchad, et qui disait tous les deux qu'ils allaient filmer le procès d'Abré. J'ai été opposé à l'époque. Pandaré est arrêté, il est inculpé et envoyé en prison pour détournement d'argent, parce qu'il a détourné l'argent
qui est réservé à Abré. C'est pourquoi je demandais qu'on entende Mimi Touré sur cet argent-là. Parce que vous croyez que Mimi Touré en a touché? Vous soupçonnez? Mais en tout cas, on doit s'informer. Ils ont été 2 ministres de la Justice à gérer cette affaire. L'un est arrêté pour détournement, l'autre a été bombardé Premier ministre. Peut-être cacheter quelque chose, je n'en sais rien. Pour vouloir quitter la position, la faction de ministre de la Justice, pour devenir Premier ministre, coûte que coûte, jusqu'à comploter contre Abdoulaye, en disant et en faisant croire au président qu'à tout moment, Abdoulaye pouvait être convoqué devant les chambres africaines pour témoigner dans l'affaire Abré, parce qu'il a eu à garder une partie de l'argent d'Abré. Ce qui est impossible, car comme vous le savez, M. Abdoulaye ne peut pas être convoqué comme témoin dans l'affaire Abré, parce qu'Abré n'est pas poursuivi pour des délits ou des crimes économiques. Et le témoin, c'est celui qui a vu ou entendu. Abdoulaye ne pourra être entendu que sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Et il n'en sait rien. Mais, tous les témoins qui seront entendus ne le seront que par rapport à ces 3 chefs d'inculpation. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Parce que le témoin, c'est celui qui a vu ou entendu. Mais maintenant... Mais pour l'argent gardé, on ne poursuit pas après pour de l'argent. Pour pouvoir venir, l'entendre d'abord après sur l'argent et ensuite entendre ce qui serait les gardiens de cet argent. Personne ne va poser des questions après sur l'argent. Personne. Mais... Il n'est pas possible pour... Vous savez, on ne juge pas une personne. On juge des faits en droit. Bien sûr. On juge des faits. Les faits qui sont reprochés après, c'est crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture, et non des faits de détournement de deniers publics. Vous avez compris? Oui, mais malgré l'argent dont vous dites que Idriss Déby le distribue à tout bord, on voit aussi qu'en même temps qu'on lui a rejeté sa demande de faire partie d'être partie civile. Ça veut dire aujourd'hui quelque part aussi que la justice poursuit son cours normalement. Vous êtes trop naïf. Ah ouais? Rappelez-moi, maître. Vous entrez dans le cinéma, là, le cirque. Apprenez-moi plus de choses, maître. Je ne demande que ça. Mais ça, c'est un semblant de crédit et de crédibilité. Le problème, ce n'est pas, vous savez que la partie civile, là, ça n'a pas de sens pour Déby. Même si ça avait un sens. Cette question de partie civile, elle est tardive. Parce que ces gens se battent depuis longtemps pour qu'on juge après, si vous avez suivi les différentes péripéties. Bien sûr. N'est-ce pas? C'est maintenant seulement qu'on ne parle de la caution de partie civile de l'État tchadien dans l'affaire. Tout ça, c'est pour détourner l'attention des gens sur le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'arrestation de Déby, qui doit être ordonnée par les chambres africaines. Mais non, on ne reçoit pas votre caution de partie civile. C'est du cinéma. Le vrai problème, c'est est-ce que si on arrête après, on peut ne pas arrêter Déby? That is the question. Ok. Le vrai problème. Non, on ne manipule pas la presse et l'opinion en faisant croire à l'existence d'une justice juste, honnête, sérieuse, équitable, impartiale. Non, on est en train de jouer avec l'intelligence. Les gens vont dire, ah, pourtant ils sont sérieux, la presse, ils ont rejeté. D'un coup de main, ils ont rejeté. Ils ont rejeté brutalement la caution de partie civile de Déby. Alors qu'ils n'ont jamais osé inculper Déby. Le vrai problème, c'est est-ce qu'ils vont oser l'inculper? Les avocats d'Abré, tous ceux qui sont proches d'Abré parlent du rôle joué par Déby, du début à la fin. Ils ferment leurs oreilles. Comme si Déby n'était pas le patron des services de sécurité. Ils n'osent pas l'inculper pour l'entendre Abré à lui seul, même si les faits étaient vrais. Pour inculper 40 000 personnes, aurait-il pris des bazookas
des mitraillettes pour tirer des chars de combat. Lui, après, pour tuer les gens. Non, non. Face à l'armée libyenne, la plus puissante d'Afrique, Abré a gagné. Il avait besoin de l'effort de guerre et besoin des fils du Tchad pour faire face aux puissants voisins Kadhafi. Il n'avait pas intérêt à supprimer des vies humaines, à tuer les Tchadiens. Non, cela n'a aucun sens. Abré aujourd'hui est une victime d'un complot international pour la France, la Belgique et le Tchad. Et Kadhafi, à l'époque, avant sa mort, Mohamed El Kadhafi, qui avait mis le paquet à donner les dollars pour faire juger Abré, pour se venger. Il voulait la tête d'Abré. Alors, que les gens aillent au-delà de ce qu'on leur dit. Évitons d'être naïfs et d'être manipulés. Vous avez vu actuellement en Palestine ce qui se passe, les massacres. Oui. Personne ne demande l'arrestation de Netanyahu. Vous avez vu El Bashir, qui a un mandat d'arrêt international. Vous avez vu le nouveau président kenyan, il a un mandat d'arrêt international de la CPI. Personne ne juge l'arrestation. Et on dit, c'est l'Union africaine qui doit au Sénégal de juger M. Abré. Faux. Il n'y a pas de juge africain en dehors des juges sénégalais. Aucun autre juge, je juge sur le Coran, sur le mois de Ramadan. Tous les juges qui sont les Sénégalais. Quelle tricherie encore. Ils auraient pu parler de chambres sénégalaises extraordinaires, extraterrestres. Les gens ne sont pas sérieux. C'est un complot international, ourdi contre M. le Président Abré. Mais seule la vérité est révolutionnaire. Et l'histoire retiendra que le Sénégal a joué un sale jeu avec Mimi Touré, qui a violé la constitution sénégalaise, qui dit nettement et clairement que seul le chef de l'État peut négocier et signer les engagements internationaux. Mimi Touré a signé les engagements avec le dossier du Bénin, un simple consultant de l'Union africaine. Elle a signé, cette dame, pour engager le Sénégal pour créer les chambres africaines extraordinaires, alors qu'elle n'en avait pas le droit. Lorsque je lui ai posé la question, en commission et en plénière, en tant que député, elle a dit que le ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Alioune Badara Cissé, m'a donné délégation. Je dis, Danouga, Djorouga, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères qui a le pouvoir d'engager le Sénégal dans les engagements et dans les traités internationaux. Seul le chef de l'État peut le faire. Lui, le président, peut donner délégation ou à Alioune Badara Cissé ou à vous-même. Mais s'il donne délégation à Alioune Badara Cissé, Alioune ne peut pas vous donner délégation. Il doit vous donner délégation directement du chef de l'État. Malheureusement, le président n'a jamais donné de délégation, jamais de mandat, ni à Alioune Badara Cissé, ni à elle-même. Parce qu'elle ne savait rien, elle pensait que en disant qu'Alioune Badara Cissé m'a donné un mandat, elle pouvait s'en sortir. Et je viens d'apprendre récemment, par la bouche d'Alioune Badara Cissé, qu'elle n'a jamais reçu un mandat d'Alioune Badara Cissé. Ah bon? L'ancien ministre des Affaires étrangères a démenti l'information que le ministre de la Justice avait donnée à l'Assemblée nationale. Donc le ministre de la Justice a menti à l'époque aux députés. C'est grave. Mimi Touré doit être entendu. D'accord. Donc pour le principal enseignement, Mimi Touré doit être entendu. Mais on va... Forfaiture. C'est forfaiture. Si elle n'a pas reçu le mandat du chef de l'État, et ça je sais qu'elle n'a pas reçu, elle engage le Sénégal pour créer les chambres africaines, elle a violé la Constitution. Il y a le délit de violation de la Constitution. Ne serait que pour ça, nous devons arrêter immédiatement. Elle a violé la Constitution sénégalaise qui dit que seul le chef de l'État négocie et signe les engagements internationaux. Elle a osé signer à la place du chef de l'État pour créer les chambres africaines, engageant le Sénégal. C'est pourquoi les autres Africains n'ont envoyé aucun juge dans ces chambres africaines. Ils ont tout laissé aux Sénégalais et au Sénégal. Parce qu'ils n'approuvent pas la façon de faire. De Mimi Touré, qui a forcé pour obtenir la tête d'Abré. Non. Elle a violé la Constitution sénégalaise. Et je l'ai toujours dit à l'Assemblée nationale.
Il y avait à l'époque l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Il y avait l'actuel grand seigneur de Dakar, qui est juriste. Vous connaissez Ablaye Makhtar Diop? Oui. Ils ont abondé dans le même sens. Ils ont dit ce que j'ai dit. Ils ont rappelé la Constitution. Mimi Touré a fermé les yeux. Parce qu'il avait une mission, celle d'arrêter Habré. Qu'est-ce qu'on lui avait proposé? Il faut une instruction. Il faut une enquête. Il faut qu'on sache pourquoi elle tenait à faire arrêter Habré. Pourquoi elle a violé la Constitution pour faire arrêter Habré. J'ai besoin de savoir. Exact. Vous avez besoin de savoir, Maître Diouf. Mais pour finir, que dites-vous de l'état actuel du Sénégal, de la politique menée par Macky Sall et qui n'a tarde à se dire s'il va faire 7 ans ou 5 ans, pour finir? Vous dites, qu'est-ce que... Macky Sall, l'état actuel de sa politique. Aujourd'hui, il vient de changer un Premier ministre, comme vous l'avez dit. On a eu des scandales, même de personnes disant que c'est la première dame qui nomme ses ministres. Et aujourd'hui, il tarde à se manifester pour dire s'il va faire 7 ans, comme il l'avait promis, ou 5 ans, comme il l'avait promis, ou s'il va finir le mandat en 2019. Bon, on peut lui donner la présomption d'honnêteté. Il a pris l'engagement de faire 5 ans. Ça n'engage que lui. La caution, il a donné 7 ans. Les électeurs lui ont donné 7 ans. Il lui dit qu'il veut 5 ans. Il a déjà donné sa parole. Il n'a qu'à l'assumer. Ouais. Maintenant, on attend. Il a encore le temps. Maintenant, par rapport à l'état actuel du pays, je crois qu'il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Que Mimi Touré faisait reculer le Sénégal. Au lieu d'accélérer, elle cherchait le fauteuil de Macky Sall et faisait en sorte que rien ne bouge pour que demain, qu'on l'écarte du pouvoir Macky et qu'elle s'installe elle. Donc c'est une façon machiavélique qu'elle avait nourri son plan diabolique pour sacrifier Macky Sall et le remplacer demain. C'est pourquoi 10 mois ont suffi pour déjouer ces plans diaboliques. Maintenant, l'heure est au travail, comme l'a dit le nouveau Premier ministre. Accordons-lui la bonne foi, parce que c'est un homme de Macky Sall. Il a été son directeur de cabinet à la primature et à l'Assemblée nationale. Ils ont fait 7 ans de compagnonnage. Et lui est venu pour Macky ait des résultats probants pour sa réélection en 2017. Lui n'est pas venu pour mettre des bâtons dans les roues de Macky Sall. Accordons-lui les bénéfices de la présomption de bonne foi et d'ambition. L'ambition de réussir. La mission qui lui est confiée à la tête du gouvernement. Je veux parler de mon ami, Mohamed John. D'accord. C'est votre ami. Peut-être que vous lui accordez, c'est pour ça que vous lui accordez ce sursis par rapport à Mimi Touré? C'est pas mon ami comme ami, on ne se voit pas tous les jours, on s'est vu, on s'est apprécié. J'étais ministre dans le gouvernement de Macky Sall. C'est mon Premier ministre. J'allais souvent à son bureau, le vendredi, on discutait. Et chaque fois, je passais par le bureau du directeur de cabinet. C'est ainsi qu'on s'est connus. Ensuite, le même jour, Macky Sall et moi, nous sommes envoyés à l'Assemblée nationale. Pour y siéger, lui comme président de l'Assemblée, moi comme député. Et John comme directeur de cabinet encore de Macky Sall. Donc pendant des années, on s'est côtoyés. Mais je dis que Macky, tout comme John, son Premier ministre, tout comme l'ensemble de l'équipe gouvernementale, tout le monde doit œuvrer inlassablement pour la réussite, pour le succès de Macky Sall. Pour la fin des inquiétudes des Sénégalais. Ils sont inquiets. Les Sénégalais sont interpellés par une angoisse existentielle. Il faut mettre un terme à cette angoisse, à cette peur. Les Sénégalais ont peur du lendemain. Les Sénégalais sont fatigués. Et ils comptent beaucoup sur Macky Sall pour lui avoir accordé 65% de leur suffrage. Oui. Que le président se batte avec une bonne équipe, avec le même objectif,
l'émergence du Sénégal, le développement de notre cher État, pour le respect et la dignité de l'homme sénégalais existe. Les Sénégalais le méritent. Un peuple de Djom et de Ngor. Le peuple de la Djangounatir et de Arbouri, de Cheikh Bamba et la Jamarixi. Le peuple sénégalais. Un peuple dévoué. Mais abandonné. Macky a donc l'obligation de réussir comme jeune président, mais après les indépendances. Il ne peut pas bénéficier d'excuses. C'est pourquoi le plan Sénégal émergent doit être rapidement mis en œuvre. Le Sénégal doit avoir les retombées de ce plan. Les Sénégalais doivent vivre l'émergence, vivre la prospérité dans la dignité et l'honneur pour que vive notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie, Maître Diouf. Vous avez toujours été éloquent et aujourd'hui aussi, vous n'avez pas manqué à votre... vous n'avez pas fait défaut à cette éloquence. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. C'est moi qui vous remercie, mère. Takusanu Jolof, nengen ko deglu dayete. Takusanu Jolof, kuko xamam dootu ko bàyyi. Ndax kaddu yu fa jógee day tax du lu mel ni ñoowaanam ba. Takusanu Jolof, sama gaañi daw leen déglu ko. Takusanu Jolof, kaddu yu fa jógee day indi mbégte ci njaboot. Loolu wër na sama gaañi ngàcce nga laama